Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux d'être devant vous ce soir et je tiens à remercier le conseil scientifique du musée Biomérieux de m'avoir proposé de parler devant vous ce soir. Moi, on m'a demandé en fait de vous parler des leçons tirées de la pandémie de Covid-19 en lien avec la vaccination animale. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi de vous parler de la nouvelle stratégie de vaccination dans le cadre de la lutte contre l'épizootie d'influenza aviaire qu'on vit maintenant en Europe depuis de nombreuses années. Donc juste en deux mots, je tiens à rétablir une contre-vérité qui vient d'être dite. Je ne suis pas professeur, je suis malheureusement, pour mon compte en banque, maître de conférence à Veta Grossus. Donc j'enseigne ici, j'enseigne généralement devant des amphis un peu comme celui-ci, généralement un peu moins rempli malheureusement. Cet amphi, on l'utilise pour les examens, donc là, à ce moment-là, on a tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est en cours, on a un petit peu moins de personnes qui sont présentes. Donc, je suis également chercheur au CIRI, donc au Centre international de recherche en infectiologie. Et je dois dire aussi que je ne suis pas un spécialiste d'influenza aviaire. J'enseigne l'influenza aviaire dans le cadre de ma chaire d'enseignement, parce que j'enchaîne la pathologie infectieuse. Mais ça n'est pas mon sujet de recherche. Je travaille sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo principalement. Et puis, comme un peu tous les virologues depuis 2020, sur le SARS-CoV-2, bien évidemment. Alors, je suis enseignant, je vous l'ai dit, donc comme tous les enseignants, on aime bien définir le sujet, poser les bases et définitions. Donc, juste une slide pour bien qu'on sache de quoi on parle. Influenza, donc c'est la maladie infectieuse qui est due au virus influenza. Donc, chez l'homme, on va l'appeler la grippe couramment. Mais donc ces virus, ils ne circulent pas seulement chez l'homme ou chez les oiseaux, ils circulent chez de très nombreuses espèces. Vous avez des mammifères aquatiques notamment qui peuvent être infectés par des virus influenza. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une certaine spécificité d'espèces. C'est-à-dire que vous avez des types de virus influenza qui vont préférentiellement infecter une même espèce, qui vont circuler dans cette espèce et qui vont généralement pas passer dans d'autres espèces. Cette spécificité, elle est relative effectivement, puisque ponctuellement, sporadiquement, on peut avoir des transmissions d'une espèce à l'autre. C'est ce qu'on va appeler justement grippe aviaire chez l'homme. Ça, c'est justement lorsqu'un humain est infecté par un virus influenza aviaire. En fait, on ne parle pas vraiment de grippe aviaire lorsque le virus circule dans une population d'oiseaux. On parle d'influenza aviaire. Maintenant, vous pourrez reprendre les journalistes qui parlent de grippe aviaire lorsqu'on parle d'épizootie d'influenza aviaire en France. Et vous aurez l'air très spécialiste et très docte sur le sujet. Alors, avant de vous parler de la vaccination, moi je tenais à vous présenter la situation parce qu'en fait on ne comprend pas le pourquoi on n'a pas vacciné auparavant et pourquoi on décide de vacciner maintenant si on n'a pas un bref recul en fait sur la situation et surtout comment elle a évolué au cours des années. Alors il faut savoir que on vit à l'heure actuelle une épizootie qui est absolument sans précédent. Vous avez vu, elle a évolué en fait en 3 phases depuis 2005. Elle a occasionné la mort de très 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 nombreux animaux, 389 millions, beaucoup plus sans doute en fait, de volailles, soit directement par l'infection et par le décès que a causé l'infection, mais surtout en fait par les mesures de gestion, parce que généralement pour limiter l'expansion de la maladie, qu'est-ce qu'on fait ? On va abattre les animaux de façon à ce qu'ils ne puissent pas multiplier le virus et le transmettre. On a également des dizaines de millions d'animaux sauvages qui ont été atteints, des oiseaux principalement. Vous avez ici une photo de fou de bassan, si je ne me suis pas trompé, qui ont été assez durement touchés l'année dernière. Et ça, c'est très difficile d'évaluer en fait, le coût en vie pour cette épisode aussi, puisque compter les animaux sauvages qui sont décédés, qui sont morts de cette maladie, et surtout le rapprocher de ce virus, c'est très compliqué, mais c'est probablement des dizaines de millions d'animaux. Donc avec un vrai impact sur la biodiversité. Ça touche également presque tous les continents, notamment donc le continent antarctique n'est pas encore touché, mais je dis pas encore parce que le virus en fait il s'étend actuellement, je vais y revenir dessus en fait, au niveau du continent américain et on pense qu'il ne va pas tarder à pouvoir franchir en fait justement le petit espace qui le sépare avec des endroits où il y a des nidifications importantes et en fait des secteurs qui seraient assez catastrophiques si c'était touché par le virus. Et puis dernier point, et c'est ça qui fait un peu le lien avec l'épizootie de Covid-19, c'est les cas humains. Alors vous allez me dire 2634 cas humains, comparé aux millions de cas du Covid, c'est pas grand-chose. Alors c'est vrai, certes, mais ces cas humains sont associés à une mortalité qui est d'environ de 50%. Et donc vous combinez, la crainte en fait, c'est très simple, c'est de combiner en fait un virus qui a la capacité de transmission d'un virus de la grippe saisonnière avec une mortalité de cet ordre-là. Et donc vous imaginez bien que la pandémie de Covid-19 à côté, ce sera une aimable plaisanterie si jamais ce scénario se produit. Alors il n'est pas du tout certain, loin de là. Il y a même de fortes chances qu'il ne puisse jamais se produire parce que
Sans doute que la pathogénicité du virus, elle explique la faible transmissibilité et inversement. Mais c'est un scénario qui est possible qu'il faut envisager en tout cas. Alors comment on en est arrivé là finalement, cette situation? En fait, dans les années 90, avant les années 90, le virus influenza, il circulait déjà chez les oiseaux sauvages, on les connaissait. Ils passaient de temps en temps dans des élevages, ils occasionnaient un petit peu de mortalité, mais généralement c'était assez faiblement pathogène, et on arrivait à maîtriser relativement facilement, je dis relativement quand même, les cas. En 96, à l'occasion d'une forte progression en fait, de la production d'oie en Chine, en fait c'est deux phénomènes qu'on observe en parallèle et qu'on pense qu'ils ont un lien assez fort. Il y a une acquisition d'un caractère hautement pathogène chez certains virus qui va se transmettre. Et à ce moment-là, on va observer en fait des taux de mortalité chez ces oiseaux, chez ces espèces, de plus de 40%. Donc ça, c'est une nouveauté dans le cas des virus influenza aviaires. En 97, nouvel événement, on a une épizootie d'influenza aviaire à Hong Kong, toujours en Asie du Sud-Est. Et à ce moment-là, on observe pour la première fois une transmission d'un virus H5N1 en l'occurrence à l'homme. Alors 18 cas hospitalisés, et puis déjà vous voyez le caractère hautement pathogène, puisqu'il y a déjà 6 décès qui sont répertoriés, ce qui vous montre que déjà, à ce moment-là, le virus était déjà très pathogène pour l'homme, heureusement sans transmission interhumaine à ce moment-là. Alors, je pense que ça c'est sans doute une leçon du Covid-19, c'est que rétrospectivement, je pense qu'à ce stade, on aurait pu éradiquer la maladie. Ça aurait été possible, il aurait fallu mettre en place des mesures très très importantes, d'abattage, sans doute de dépeuplement préventif, sans doute aussi de limitation du nombre d'élevages dans la région. Mais peut-être qu'il aurait été possible d'éradiquer complètement le virus et on n'en serait pas à la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Alors je le dis, ça aurait nécessité des mesures très fortes, impopulaires aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de cet élevage-là dans ces pays. Et surtout, en fait, le problème, c'est que on n'aurait jamais constaté le bénéfice, puisque je ne serais même pas devant vous en train de vous en parler, puisque ça ne se serait jamais produit, on n'aurait pas eu d'épizootie au niveau mondial. Mais peut-être que c'est des événements comme ça qu'il faut surveiller dans le futur et identifier en fait les fenêtres d'opportunité qu'on a et surtout de ne pas les manquer en réagissant fort et vite et surtout à l'endroit où l'émergence se déroule. Alors on a manqué cette fenêtre d'opportunité. Donc, malheureusement, le virus s'est adapté, il est devenu endémique chez les volailles, donc cette fois-ci il pouvait se propager d'élevage à élevage sans forcément passer par la faune sauvage. Et puis ensuite, en 2005, une nouvelle adaptation, donc ça c'est une adaptation dans le virus, pour le coup, qui devient, qui acquiert la capacité d'infecter de façon plus performante, je dirais, les espèces migratrices, en tout cas certaines espèces migratrices, et donc il va pouvoir se disséminer à grande distance. Et donc on va pouvoir suivre en fait au cours du temps la propagation des virus influenza aviaires suivant les couleurs de migration tout simplement, et donc vers l'Europe notamment et vers l'Afrique. Alors on observe à ce moment-là pas tout de suite des épizooties tels qu'on les connaît à l'heure actuelle en France et en Europe d'ailleurs, enfin en Europe et en France plus spécifiquement. Ça viendra plus tard et peut-être qu'on pourra y revenir dans le cadre des questions. Mais on va les voir en fait à partir de 2015-2020. Et vous voyez en fait sur ces graphiques, donc à droite, le nombre de foyers en France et puis le nombre d'animaux sauvages en dessous en France. Alors c'est un peu difficile à lire. Mais ce qui est important de voir, c'est que à chaque fois, en fait, à l'été, donc c'est ici là, le virus il est éradiqué. Donc en fait, on se dit à ce moment-là, les mesures de gestion qu'on a en place, elles sont efficaces. En tout cas, on arrive à éradiquer la maladie à un moment donné. Et donc, il n'est pas forcément nécessaire de rajouter des mesures supplémentaires. Alors malheureusement, ça tient qu'un temps. En 2021, on a un nouvel événement qui se produit. C'est que vous voyez ici, le virus, il persiste. En fait, on continue à le détecter au cours de l'été. Et puis, vu qu'il reste sur le territoire, il n'a pas besoin d'être réintroduit par des espèces migratrices. Et il va occasionner des épizooties qui sont encore plus importantes. Vous voyez, en France, en 2021, c'est 1400 foyers, 21 millions de volailles détruites. Donc c'est vraiment colossal. Et ça, c'est dû au fait que le virus a réussi à devenir endémique dans les populations d'oiseaux sauvages en Europe, ce qui explique sa persistance, notamment durant l'été. Donc c'est vraiment un changement très très important. Et maintenant, on ne voit pas vraiment comment on va arriver à se débarrasser de ce virus, à court terme en tout cas. Toujours au cours de l'année 2021-2022, je passe vite parce qu'en fait, le virus, il arrive à franchir l'Atlantique, et puis je vous l'ai dit, il s'étend à travers le continent européen, donc on peut suivre comme ça l'évolution la propagation du virus. Vous voyez que c'est assez rapide quand même.
sachant que voilà, ça circule sur des espèces sauvages. Le virus, a priori, il n'utilise pas l'avion, il n'utilise pas les moyens de locomotion modernes. Hein. Enfin, l'avion, on peut dire que des oiseaux, finalement, c'est pas très différent. Toujours la même année, le gros problème, enfin l'inquiétude qui nous frappe vraiment, c'est qu'on a de plus en plus de rapports qui montrent que les infections, enfin que les mammifères terrestres, enfin sauvages ou domestiques d'ailleurs, je reprends la phrase, pardon, on trouve de plus en plus d'infections de mammifères sauvages ou domestiques dans le monde. Alors, vous avez un schéma ici, enfin une carte aux États-Unis. Vous voyez que les espèces qui sont infectées sont assez diverses. Vous avez des ours, vous avez des coyotes, vous avez un peu de tout. Mais ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, évidemment, ça se passe dans le monde entier. Et puis à droite, vous voyez, on en a parlé un petit peu avant avec le Covid, mais des espèces qui sont élevées pour leur fourrure, qui en fait, en termes de dynamique épidémiologique, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a dans les élevages de canards ou de poulets, hein, parce que c'est des très très fortes densités. Là, c'est des visons donc, qui sont élevés en Espagne, et c'est une ferme de 50 000 animaux. Donc, vous imaginez 50 000 visons élevés au même endroit. La totalité a dû être abattue, oui, pour stopper en fait l'épizootie. Ça s'est produit également en Finlande, hein, avec plusieurs centaines de millions d'animaux abattus également pour stopper ça. Et donc la crainte, c'est de passer progressivement d'un virus qui est adapté aux oiseaux à un mammifère, et puis après, parmi les mammifères, on a l'homme. Hein, donc ce serait une possibilité en tout cas. Donc au bilan, ici, on a un échec de mesures de gestion. Je pense qu'on peut le dire maintenant qu'on n'a pas réussi à enrayer la propagation de la maladie. On n'arrive pas non plus spécialement à empêcher les cas chez les mammifères ni chez l'homme, puisque je vous ai dit qu'il y avait quand même plusieurs milliers de cas chez l'homme. Et donc, traditionnellement, la lutte contre les virus influenza aviaires s'articule autour de 3 piliers: la biosécurité, la surveillance passive et active, et Sophie en a parlé, et puis l'abattage lorsque la situation dégénère. Et en fait, la question, finalement, c'est pourquoi ne pas utiliser la vaccination pour consolider un peu cet édifice. Alors, ça paraît naturel, finalement. On se dit, oui, utilisons la vaccination, on va passer d'une situation comme vous avez à gauche, là, un élevage qui n'est pas vacciné, le virus qui se multiplie de façon incontrôlée dans l'élevage et qui produit énormément de virus, donc qui va en relarguer dans l'environnement, à la situation de droite, où au mieux vous n'avez pas du tout de circulation du virus, ou au pire vous en avez une circulation qui est amoindrie, qui est très légère. Et donc ça a pour avantage principal que dans l'élevage en tant que tel, vu les mesures de gestion, que vous ayez un animal infecté ou plusieurs, ça ne change rien, on va les abattre. Donc pour l'élevage, ça ne change pas grand-chose, mais c'est surtout en termes de propagation, c'est très intéressant parce que là, on va limiter fortement en fait, la propagation du virus à d'autres élevages, à l'homme et puis aux animaux sauvages, que ce soit des oiseaux ou des mammifères. Alors, donc dit comme ça, on se dit, mais finalement, on aurait peut-être dû le faire avant. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Déjà, il y a pas mal de conditions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. La première condition, déjà, il faut avoir un vaccin et puis que ce vaccin il soit relativement sûr. Alors pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, les vaccins vivants chez la grippe on n'aime pas bien parce qu'il y a de fortes chances qu'ils redeviennent pathogènes. Donc c'est proscrit, manque de bol, c'est souvent les plus simples et les plus rapides à produire. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas ils sont généralement assez efficaces, mais on décide pour des raisons de sécurité de s'en passer. Deuxième condition, un vaccin qui soit efficace. Il faut quand même une efficacité importante parce qu'on ne veut pas que la moitié des animaux qui soient vaccinés soient toujours susceptibles à la maladie et qu'ils puissent la propager. Il faut que ce soit efficace chez les espèces qu'on va chercher à protéger. Malheureusement, on a beaucoup d'espèces de volailles différentes qu'on élève, donc à chaque fois il faut vérifier que le vaccin que l'on souhaite développer, que l'on développe en tout cas, est efficace dans l'espèce cible. Là on n'a pas qu'une seule espèce à protéger comme pour l'homme. Et puis aussi adapté aux sous-types circulants. Hein. Si vous vaccinez contre un H5N1 et que c'est un H7N8 ou je dis n'importe quoi, ça ne servira à rien. Enfin, si c'est un H7N8 qui passe dans l'élevage, ça ne servira à rien et vous aurez perdu pour l'éleveur, il aura perdu le coût de la vaccination, en plus, il aura perdu son élevage. La troisième condition, ça c'est sans doute la condition la plus importante, et c'est celle qui a, en tout cas en France et en Europe, expliqué pourquoi on a mis autant de temps à accepter le fait qu'il fallait envisager la vaccination. C'est qu'en fait, les vaccinations, les stratégies vaccinales, souvent, ça interfère fortement avec la surveillance. Alors pour plusieurs raisons.
déjà vous avez des vaccins qui font que en fait, quand vous vaccinez l'animal, vous ne pouvez pas savoir si il est vacciné ou s'il est infecté. Donc ça c'est un petit peu compliqué, on devient complètement aveugle en fait, à ce qui se passe sur le territoire ou dans l'élevage, et donc on se prive quand même d'un moyen très efficace de surveiller en fait, la maladie. Alors maintenant il y a des vaccins DIVA, ce qu'on appelle DIVA, donc Differentiated Infected Form Vaccinated Animal, donc qui permettent justement la différenciation entre les animaux vaccinés et infectés. Ça existe quand même depuis assez longtemps, hein, finalement. Mais malgré tout, les vaccins, la plupart du temps, sont pas... le vaccin idéal, en fait, va protéger complètement contre l'infection, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez une infection qui est possible, vous avez des signes cliniques qui sont réduits, et vous avez souvent aussi une excrétion qui est plus limitée. Donc c'est pas mal, mais vous n'atteignez pas non plus l'objectif qui est zéro animaux infectés. Et donc, notamment, les symptômes vont être moins importants, et donc on va avoir plus de mal à détecter la maladie. Et donc ça, c'est vraiment lorsqu'on est toujours dans une optique de vouloir éradiquer la maladie d'un territoire, eh ben on n'utilise généralement pas une stratégie vaccinale comme ça, parce qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de mal à identifier les foyers, ou en tout cas, on va les identifier avec beaucoup de retard. Alors la situation maintenant actuelle, elle est que de toute façon, le virus il est présent, l'objectif est plus tellement de l'éradiquer, et donc la vaccination revient du coup en ligne de course sans problème. Et puis les conditions 4, ça c'est des conditions qu'on oublie un petit peu généralement, mais finalement on oublie en fait le challenge technique aussi qui est de déployer une vaccination sur 14 000 élevages de volailles en France, 940 millions de volailles produites chaque année, que vous devez vacciner 2 fois, donc à un jour et puis à 2 semaines à peu près pour les vaccins qui sont approuvés à l'heure actuelle. Donc vous imaginez un petit peu le défi et puis le coût que ça peut représenter. Quand on compare avec la vaccination Covid chez l'homme, et voilà, le chantier que ça a représenté déjà, on comprend qu'ici, c'est également une condition dont il faut tenir compte. Alors juste, en quelques mots, quelle est la stratégie qui est mise en place, qui a été choisie en France? Donc il y a 2 vaccins qui sont approuvés, qui ont été testés au printemps dernier dans des élevages, donc en situation plus ou moins réelle. Enfin, il n'y a pas eu d'infection contrôlée de l'élevage évidemment, mais en tout cas les animaux sont des animaux qui étaient élevés dans un élevage classique. Et on a choisi donc de se focaliser sur les canards, sur l'espèce canard, tout simplement parce que c'est la plus importante en termes de dynamique de l'infection. C'est-à-dire que c'est vraiment l'espèce qui va propager le plus le virus influenza aviaire en France en tout cas, pour des raisons qui ne sont pas seulement liées en fait à l'espèce en tant que telle, mais qui sont aussi liées au mode de production. Donc ça représente quand même 64 millions d'individus à vacciner chaque année. On a décidé de vacciner l'ensemble du territoire, parce que l'ensemble du territoire est à risque. En vaccination préventive, on aurait pu faire une vaccination d'urgence, mais en fait la mise en place de l'immunité demande 2 à 3 semaines. Et donc en urgence, c'est pas possible d'attendre 2 à 3 semaines que les animaux soient vaccinés, parce que le virus se propage plus rapidement, tout simplement. Donc l'ensemble du territoire et toute l'année, puisque maintenant le virus est présent toute l'année sur le territoire. Voilà, donc en conclusion, c'est au niveau mondial, hein, j'entends bien, parce que là, je ne veux pas dire que en France, la situation est non maîtrisée et explosive, c'est pas vrai, hein, mais au niveau mondial, c'est vrai qu'elle elle peut potentiellement dégénérer. Et dans ce contexte-là, la vaccination peut jouer un rôle vraiment important, notamment en fait dans la limitation des risques liés à l'émergence de variants qui seraient, de sous-types, plutôt, qui seraient plus adaptés à l'homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est marrant, c'est pas du tout ma diapo. C'est pas grave. Enfin, le bas. Et puis j'ai vraiment aucune... C'est le même article, hein, mais c'est pas ça que j'ai pris. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc donc je disais donc ça peut limiter en fait la multiplication du virus et donc limiter les risques de sélection de virus qui seraient mieux adaptés à l'homme. Évidemment, ça va être limité aux zones et aux espèces qui seront vaccinées dans un premier temps, même si on attend un résultat quand même sur les autres espèces par protection. Il va falloir évaluer l'efficacité de la stratégie vaccinale en conditions réelles. Donc c'est là qu'il y avait un schéma en dessous qui montre l'exemple de la Chine qui vaccine depuis en fait 2017. Et en Chine, on avait de très nombreux cas humains qui étaient rapportés depuis la vaccination. Je crois qu'on est sur 3 ou 4 cas humains rapportés. Alors il y a sans doute un lien, mais il faudrait vérifier que chez nous ce soit le cas aussi. On a quand même moins de cas humains présentés chez nous, mais en tout cas dans les zones où la vaccination est en place, est-ce qu'on réalise au moins cet objectif qui est de limiter les cas chez l'homme, ce qui sera déjà une belle performance. Si vous voulez retrouver l'article, je vous ai mis la référence ici. Je suis désolé pour ce snack. Et puis enfin, pour terminer, juste
se poser la question de ce que serait une stratégie One Health, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une stratégie One Health. Alors on peut dire, bah oui, finalement, là on est en train de protéger les animaux, et bah oui, exactement, et on attend un bénéfice chez les humains, de protéger les humains. Mais si on prend un petit peu de recul, finalement, les principaux moteurs des émergences virales en particulier, et d'influenza aviaire, c'est dans le cas d'influenza aviaire, c'est l'élevage intensif. Ça, il y a des corrélations qui sont très nettes là-dessus. Et puis également les dégâts qui sont faits en termes de biodiversité et en termes d'empreintes sur les territoires, qui favorisent en fait l'émergence de ces virus. Et là, pour le coup, on pourrait, dans une stratégie qui, pour ces aspects-là, pourrait être contre-productive à ce niveau-là. Donc, à évaluer sur le long terme quelle est l'efficacité réelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis, merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière séance ? C'était très intéressant et je trouve vraiment que cette campagne de vaccination des canards en France est un progrès superbe. Et je crois que les éleveurs l'attendaient avec impatience et sont extrêmement heureux de cette campagne de vaccination. Ma question, c'est comment définissez-vous l'éradication ? Parce que j'ai été surprise de voir que vous imaginiez que le virus influenza aviaire pouvait être éradiqué alors que c'est un virus de la faune sauvage. Oui. Donc comment vous définissez l'éradication ? Non, mais tout à fait. Donc, effectivement, j'ai un peu simplifié pour ce soir. Là, je voulais parler de l'éradication du H5N1, hautement pathogène, uniquement. Hein, donc dans les espèces domestiques. Oui, bien sûr. D'accord. Mais qui a émergé, en fait, à l'occasion de son passage dans les espèces domestiques, qui n'existaient pas avant. Oui. Effectivement. Et pour rebondir sur les éleveurs, oui, la profession, elle attend ces mesures-là avec impatience, parce que en fait, c'est vraiment. Vous imaginez la situation qui est vécue par les éleveurs dans les zones où le virus circule, c'est absolument dramatique, parce qu'en fait, c'est une épée de Damoclès qui plane en permanence autour de leur tête. Chaque jour, en fait, quand ils rentrent dans les élevages, ils se disent finalement, ils vont peut-être retrouver la moitié de leurs animaux qui sont morts, le reste qui va devoir être euthanasié. Des indemnisations qui mettent souvent un peu du temps à arriver, et pour se relever de ce genre de phénomène, déjà moralement, je pense que les éleveurs ils font pas cette activité-là pour voir leurs animaux qui sont décimés, mais en plus voilà, après pour se relever de ce genre d'événements, c'est très compliqué. Bonjour. C'est à propos de ce que vous avez dit concernant les conditions du vaccin. A priori, vous avez dit, on ne peut pas utiliser des vaccins de virus atténués. Alors, je me pose la question, dans le cas de la polio chez l'homme, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé 2 types de vaccins, l'inactivé et le vaccin sémine sur sucre. Avec l'avantage du vaccin atténué, c'est qu'il est facile à utiliser, et après, on a compris qu'il fallait adjoindre la possibilité de traiter les vaccins inactivés s'il y avait des problèmes. Alors est-ce que la comparaison est correcte ou pas ? Je vais dire oui et non. Enfin, du coup, pour que tout le monde comprenne bien, pour le vaccin polio, en fait, donc pareil, je ne suis pas spécialiste de cette thématique-là, mais pour le vaccin polio, il y a 2 types de vaccins qui existent, un vaccin qui est inactivé, un vaccin qui est atténué. Le vaccin atténué, il a pour caractéristique principale d'être relativement efficace, facile à produire, et donc il est très intéressant dans les zones où il y a beaucoup de polio qui circulent. Vous pouvez avoir vraiment une très forte protection, et surtout en fait les personnes vaccinées vont généralement pas s'infecter et vont pas reproduire de virus. Maintenant, il a un problème qui est qu'on observe des réversions vers la pathogénicité de certaines souches vaccinales. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et donc, vous avez comme ça des micro-épidémies de polio qui sont dues à des souches vaccinales qui sont retournées vers la pathogénicité, si je peux simplifier comme ça. Le vaccin, donc on se dit finalement le vaccin inactivé, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le vaccin inactivé, il est très sûr, parce qu'en fait, le virus est mort, donc il ne peut pas se multiplier.
Par contre, il n'empêche pas la production, donc, l'infection et la production de virus. Donc les personnes vont s'infecter, le virus va pouvoir se multiplier uniquement dans le tissu digestif, dans la muqueuse digestive, et donc ils vont pouvoir contaminer d'autres personnes. Donc si tout le monde est vacciné, ça ne pose pas tellement de problèmes, parce que tout le monde est protégé. Par contre, s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, là, on peut avoir des gens qui peuvent être contaminés. Et dans les zones dans les régions, je crois, du globe où on utilise depuis longtemps des vaccins inactivés, donc notamment en France, mais je sais qu'il y avait des cas en Israël aussi, on retrouve en fait du virus polio dans les égouts notamment, et donc les personnes non vaccinées sont à risque. Donc voilà, vaccinez-vous contre la polio, c'est important. Et donc je reviens à votre question sur la réversion. Alors pourquoi en fait dans le cas de la polio on se dit finalement ça peut être utile, et dans le cas des virus influenza, en fait les virus influenza, le problème c'est qu'ils ont, leur caractéristique, ils ont un génome qui est constitué de 8 segments, contrairement au virus polio qui doit être d'un segment, je crois bien, si je me souviens bien de mes cours. Et le problème, c'est que lorsque vous avez 2 virus influenza qui infectent la même cellule, ils ont la fâcheuse tendance de mélanger gaiement leurs segments. Et donc, si vous avez un virus, un vaccin par exemple, qui est atténué parce qu'en fait on a introduit des mutations sur un segment en particulier qui confèrent des caractères d'atténuation, s'il se multiplie avec un virus qui n'a pas ces mutations-là, on peut reformer un virus qui est tout à fait pathogène et qui peut avoir des caractéristiques qui sont imprévisibles. Donc c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas ce genre de vaccin. Ouais, c'était un peu long, mais... Oui. Davantage de mutations. Ouais, alors je vous ai dit, je suis pas spécialiste. Je comprends, soit que pour la grippe, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on pourrait envisager, avec un travail de recherche approfondi, de peut-être trouver tout à fait des atténués où plusieurs segments sont modifiés. Oui, en fait, on en retrouve régulièrement justement des mutations, alors soit des facteurs comment je dirais, en gros des portions dans le génome viral qui sont associées à des résistances ou à des faiblesses du virus, on identifie assez régulièrement. Par exemple, cet été, il y a un article dans Nature qui est sorti de l'équipe de Sam Wilson qui est à Glasgow, qui a montré que en fait, chez l'homme, il y a une protéine qui est lorsque les cellules sont infectées, elles vont avoir tendance à être plus produites, et c'est une protéine qui est très efficace pour limiter la réplication des virus influenza aviaires. Et en fait, les virus qui circulent chez l'homme ont une mutation à un endroit du génome, une différence à un endroit du génome que les virus influenza aviaires n'ont pas, et que si les virus influenza aviaires acquièrent, donc si on l'introduit expérimentalement dans le génome, ils perdent complètement leur sensibilité à cette protéine qu'on retrouve chez l'homme. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut sans doute surveiller, par exemple. Quand on a un virus influenza qui circule, alors je sais pas moi, chez des mammifères, chez des oiseaux, de le séquencer et puis de vérifier si déjà il est porteur de ce genre de mutation qui marque une certaine adaptation. Mais en fait, il y en a des dizaines, et c'est ça un peu la difficulté pour ces virus, c'est d'arriver à obtenir, à acquérir en fait suffisamment d'adaptation pour pouvoir circuler à la fois chez l'oiseau, parce que c'est son réservoir primaire, et puis chez l'homme à un moment donné, et pour pouvoir s'y adapter. Et en fait, en ayant des élevages, en concentrant les animaux, on favorise la multiplication virale, et donc un virus quand il multiplie, il mute, c'est ce qu'il sait faire de mieux, et donc on augmente en fait le chance, tout simplement au hasard, d'avoir ce genre de virus qui sortent. Voilà, après il faut qu'il y ait un contact avec l'homme, il y a plein de conditions qui font que le virus s'adapte à l'homme, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça, mais on lui facilite la tâche sans doute en faisant ça.